pensait que sa mère était en sécurité, bien prise en charge par la famille de sa belle-fille. Mais un appel d'une voisine change tout. En entrant de force dans la maison, il trouve sa mère enfermée dans un cabanon immonde. À partir de là, il se le jure, il ne faillira plus jamais envers celle qui lui a donné la vie. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. Paris a toujours été une ville qui ne dort jamais, mais pour Robert Dubois, les 10 dernières années s'étaient écoulées comme un flou grisâtre de réunions, de contrats et de décisions stratégiques. Il avait bâti un empire à partir de rien, transformant une petite entreprise de construction héritée de son père en l'un des plus grands conglomérats immobiliers du pays. Des tours de verre qui déchiraient le ciel parisien portaient sa signature, des centres commerciaux, des résidences de luxe, des projets qui changeaient le visage de quartiers entiers. Robert Dubois était un nom qui apparaissait dans les magazines d'affaires, qui était chuchoté avec respect dans les salles de conseil, qui inspirait admiration et envie à parts égales. Mais derrière cet homme de 62 ans, impeccable dans ses costumes italiens et toujours avec la posture ferme de celui qui n'a jamais reculé devant un défi, il y avait un vide qu'aucun contrat millionnaire ne parvenait à combler. La vie de Robert était marquée par des conquêtes externes et des pertes internes. Il avait perdu son fils, André, 15 ans plus tôt, dans des circonstances qu'il préférait ne pas revisiter en mémoire. Le jeune homme n'avait que 28 ans quand il était parti, laissant une jeune épouse, Patricia, et un trou qui ne serait jamais comblé dans le cœur de son père. Depuis lors, Robert s'était éloigné de presque tout ce qui n'impliquait pas de chiffres et de tableurs. Il s'était marié 2 fois après le départ de son fils, mais aucune de ces relations n'avait duré plus de 3 ans. Les femmes se plaignaient de sa froideur, de son incapacité à s'investir émotionnellement, de la façon dont il semblait toujours distant, même lorsqu'il était physiquement présent. Et peut-être avait-elle raison. Robert avait appris à protéger son cœur en le verrouillant à double tour, se tenant trop occupé pour ressentir. La seule personne qui parvenait encore à franchir cette muraille était Hélène, sa mère, une femme qui avait déjà passé les 80 ans, frêle et délicate comme une poupée de porcelaine, mais avec une force intérieure qui avait toujours impressionné son fils. Hélène avait été couturière toute sa vie, élevant Robert et André pratiquement seuls après que son mari les eut quittés, alors que les garçons étaient encore petits. Elle cousait la nuit, acceptait des commandes le week-end, faisait des petits boulots de repassage pour s'assurer que ses fils étudient dans de bonnes écoles et ne manquent jamais de rien. Quand Robert commença à prospérer dans les affaires, la première chose qu'il fit fut d'acheter une maison spacieuse et confortable pour sa mère. Puis vinrent une voiture avec chauffeur, une assurance santé privée, une pension mensuelle généreuse. Il voulait qu'elle vive avec tout le confort qu'elle n'avait jamais eu dans sa jeunesse. Mais Hélène avait toujours été têtue et indépendante. Elle refusait de vivre avec son fils, disant qu'elle avait besoin de sa propre routine, de sa liberté. Robert respectait cela, bien qu'il ne le comprît pas entièrement. Quand André est parti, c'est Hélène qui a soutenu Robert dans les moments les plus sombres. C'est elle qui l'a empêché de s'effondrer complètement, qui lui a fait promettre qu'il irait de l'avant, qu'il transformerait la douleur en objectif. Et Robert avait tenu cette promesse, se plongeant corps et âme dans les affaires, construisant des tours toujours plus hautes comme s'il pouvait, avec elle, toucher le ciel où son fils se trouvait maintenant. Patricia, la veuve d'André, avait toujours gardé le contact avec la famille. C'était une femme d'une 30aine d'années, d'une beauté discrète et d'une allure réservée. Après le départ d'André, Patricia avait traversé des moments difficiles. Elle n'avait pas de famille proche à Paris. Étant venue de la campagne auvergnate encore jeune, avait rencontré André à une fête d'amis communs et en était tombée rapidement amoureuse. Le mariage avait été simple mais heureux. Devenue veuve, Patricia s'était sentie perdue, sans direction. Robert s'était toujours senti responsable d'elle. Après tout, c'était la femme que son fils avait aimée. Alors, quand Patricia suggéra qu'elle pourrait s'occuper d'Hélène, Robert y vit une solution parfaite. Sa mère devenait plus fragile, avait besoin d'une compagnie constante et il voyageait constamment pour affaires, réussissant rarement à lui rendre visite aussi souvent qu'il l'aurait souhaité. Patricia, de son côté, avait besoin d'un but, d'un moyen de reconstruire sa vie. L'accord fut conclu il y a environ 5 ans. Patricia emménagea dans la maison d'Hélène, assumant le rôle d'aide-soignante.
Robert verserait une pension mensuelle généreuse chaque mois, une somme plus que suffisante pour couvrir toutes les dépenses de la maison, les médicaments, l'alimentation spéciale, la kinésithérapie, en plus d'un salaire juste pour Patricia pour son travail. Au début, tout semblait fonctionner parfaitement. Robert appelait chaque semaine pour parler à sa mère et Hélène disait toujours qu'elle allait bien, que Patricia était une fille en or, attentionnée et affectueuse. Avec le temps, les visites de Robert s'espacèrent. Non par manque d'amour, mais à cause du rythme effréné qu'il menait. 3-4 mois passaient sans qu'il ne puisse s'y rendre personnellement. Mais l'argent ne manqua jamais. Chaque mois, religieusement, le virement était effectué. Robert calculait tout, alimentation biologique, compléments vitaminiques, consultation médicale privée, médicaments de dernière génération, kinésithérapie 3 fois par semaine, en plus d'une somme généreuse pour les petits luxes et les sorties. C'était près de 10 000 € par mois, une fortune pour la plupart des familles françaises. Robert croyait faire ce qu'il fallait. Il croyait qu'en garantissant le confort matériel de sa mère, il honorait la mémoire de son fils et remplissait son rôle de fils dévoué. Les appels téléphoniques étaient toujours brefs mais rassurants. Hélène disait qu'elle allait bien, qu'elle mangeait correctement, que Patricia l'emmenait prendre le soleil dans le jardin. La voix de sa mère semblait un peu plus faible à chaque fois, mais Robert attribuait cela au vieillissement naturel. Il y a 2 ans, Patricia rencontra un homme nommé Marcel. Elle appela Robert, nerveuse, demandant la permission de le lui présenter. Robert, toujours pragmatique, dit qu'elle avait tout à fait le droit de refaire sa vie, qu'elle n'avait pas besoin de son approbation. Marcel était, selon Patricia, un vendeur indépendant, travailleur et honnête. Peu de temps après, ils se marièrent lors d'une cérémonie simple. Patricia assura à Robert que rien ne changerait, qu'elle continuerait à s'occuper d'Hélène avec le même soin que toujours. Et la vie suivit son cours. Robert continua de construire son empire, voyageant à Dubaï, New York, Londres, concluant des contrats millionnaires, développant ses affaires. Les appels à sa mère restèrent espacés mais réguliers. Il demandait toujours si elle avait besoin de quelque chose, si l'argent arrivait bien, si elle ressentait une douleur. Hélène disait toujours que non, que tout allait bien, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Mais il y avait quelque chose dans sa voix que Robert ne parvenait pas à identifier. Une hésitation subtile, un ton plus bas, presque un murmure. Il attribuait cela à l'âge, à la faiblesse naturelle de quelqu'un qui avait vécu plus de 8 décennies. Il ne lui vint jamais à l'esprit que cela pouvait être de la peur. La vie de Robert à Paris était intense. Son appartement de l'avenue Foch était le reflet de son succès. 18e étage, vue panoramique sur la ville, décoration minimaliste, signée par un architecte de renom, œuvre d'art au mur. Mais il y passait peu de temps. Il se levait à 5 heures du matin, allait à la salle de sport, puis se rendait directement à son bureau à La Défense, où il restait jusqu'à tard dans la nuit. Les week-ends étaient réservés aux dîners d'affaires, aux événements d'entreprise, à quelques rares heures de golf au golfe de Saint-Cloud. Il avait une équipe de cadres compétents qui s'occupait des opérations quotidiennes des entreprises, mais Robert tenait toujours à être au courant de chaque décision importante. Il était contrôlant, méticuleux, perfectionniste. Ses employés le respectaient, mais peu parvenaient à s'approcher véritablement de lui. Robert gardait tout le monde à une distance professionnelle, évitait les conversations personnelles, décourageait l'intimité. Marianne, son assistante de direction depuis près de 10 ans, était l'une des rares à oser percer cette barrière de temps en temps. Elle avait une 40aine d'années, était extrêmement efficace et possédait une intuition impressionnante pour anticiper les besoins de son patron. De temps en temps, Marianne suggérait que Robert devrait prendre des vacances, rendre visite à sa mère plus souvent, accorder de l'attention à sa vie personnelle. Il souriait toujours poliment et changeait de sujet. C'est un jeudi après-midi, alors que Robert examinait le projet d'un nouveau complexe dans l'ouest de Paris, que son portable sonna. C'était un numéro inconnu, avec un indicatif de Paris. Il ne répondait normalement pas aux appels de numéros étranges, mais quelque chose le poussa à répondre cette fois-là. Peut-être un pressentiment, peut-être simplement l'ennui de passer des heures à regarder des plans d'architecte. La voix à l'autre bout du fil était tremblante, chargée d'une urgence qui fit Robert se redresser sur sa chaise. C'était une femme âgée qui se présenta comme Yvonne, voisine d'Hélène. Robert connaissait vaguement ce nom.
Sa mère avait mentionné à quelques reprises une gentille voisine qui habitait la maison d'à côté. Ce qu'Yvonne dit dans les mots suivants glaça le sang de Robert. Elle parlait bas, presque en chuchotant, comme si elle avait peur d'être entendue. Elle dit que depuis des mois, elle remarquait des choses étranges dans la maison voisine, qu'elle ne voyait plus Hélène assise sur la véranda comme elle en avait l'habitude, qu'elle entendait des bruits étranges venant du fond de la maison, des gémissements étouffés qui semblaient provenir de quelqu'un en souffrance, que Patricia et son mari sortaient et rentraient à des heures étranges, toujours avec des sacs pleins, tandis que la maison semblait de plus en plus abandonnée. Yvonne raconta qu'elle avait essayé de parler à Patricia plusieurs fois, demandant des nouvelles d'Hélène, mais recevait toujours des réponses évasives. Elle se repose. Elle ne veut pas de visite. Elle ne se sent pas bien aujourd'hui. Les excuses variaient, mais le résultat était toujours le même. La vieille dame n'apparaissait jamais. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dit Yvonne d'une voix étranglée, fut lorsqu'elle entendit clairement, la nuit précédente, le son de quelqu'un qui pleurait, un pleur bas désespéré qui venait du fond de la maison. Elle était restée éveillée toute la nuit, se demandant si elle devait appeler la police ou essayer de contacter la famille d'abord. Elle avait opté pour la seconde option. Robert sentit le monde tourner. Sa première réaction fut le déni. Ce ne pouvait pas être vrai. Il envoyait de l'argent chaque mois, des sommes généreuses. Patricia avait toujours été si serviable, si dévouée. Comment quelque chose de mal aurait-il pu se produire sans qu'il le sache? Mais la voix d'Yvonne n'était pas celle de quelqu'un qui inventait des histoires. C'était celle de quelqu'un de sincèrement inquiet, voire terrifié. Il la remercia pour l'appel, demanda l'adresse exacte et promit qu'il s'y rendrait immédiatement. Il raccrocha et resta assis quelques minutes, essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre. Exagérait-il? La voisine était-elle simplement une personne seule qui voyait des problèmes là où il n'y en avait pas? Mais si c'était vrai, et si sa mère souffrait pendant qu'il concluait des contrats millionnaires de l'autre côté de la ville? Robert annula toutes les réunions de la journée, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Marianne fut surprise quand il quitta le bureau précipitamment, disant seulement qu'il avait une urgence familiale. Il monta dans sa voiture, une Mercedes noire qu'il conduisait personnellement lorsqu'il n'était pas en rendez-vous formel, et entra l'adresse dans le GPS. La maison se trouvait dans le quartier de Montmartre. Robert connaissait l'adresse, bien sûr. C'était lui qui avait acheté cette maison pour sa mère des années auparavant. Mais cela faisait plus de 2 ans qu'il ne s'y était pas rendu en personne. Il trouvait toujours des excuses. Il était trop occupé, il avait des voyages prévus. Hélène allait bien selon Patricia, donc il n'y avait pas d'urgence. Tandis qu'il conduisait dans les rues embouteillées de Paris, Robert sentait une angoisse croissante dans sa poitrine. Et s'il avait échoué? Et si, dans son obsession de construire un empire matériel, il avait négligé la seule personne qui comptait vraiment? Les mots de la voisine résonnaient dans son esprit comme un marteau. Gémissements, pleurs, isolement. Comment n'avait-il rien remarqué avant? La circulation était particulièrement dense cet après-midi-là. Ce qui aurait normalement pris 40 minutes prit près de 2 heures. Robert tapotait nerveusement ses doigts sur le volant, changeant de voie, klaxonnant les conducteurs plus lents, sentant l'impatience et la peur grandir à parts égales. Il appela 3 fois le téléphone de Patricia, mais tous les appels tombèrent directement sur la messagerie vocale. Il essaya le téléphone fixe de la maison, mais personne ne répondit. Finalement, après ce qui parut une éternité, Robert arriva dans le quartier. Montmartre était une vieille partie de Paris, avec des maisons de ville et des petits immeubles des années 70 et 80, des rues arborées et un rythme plus lent que le centre financier. La maison qu'il avait achetée pour sa mère se trouvait dans une rue tranquille. C'était une construction simple mais bien entretenue, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Quand Robert se gara devant le portail, son cœur s'emballa. La maison qu'il connaissait, peinte en jaune clair avec des fenêtres blanches et un jardin bien entretenu, semblait maintenant autre. La peinture était écaillée, le jardin envahi par les mauvaises herbes, le portail rouillé grinçait au vent. Il y avait une sensation d'abandon qui était palpable, même de l'extérieur. Robert sortit de la voiture lentement, comme s'il se déplaçait dans l'eau. Chaque pas vers le portail semblait exiger un effort surhumain. Il poussa le portail, qui céda avec un grincement métallique qui fit s'envoler les oiseaux des arbres, effrayés.
Le trottoir était fissuré, avec des mauvaises herbes poussant entre les pavés. Les fenêtres de devant avaient des rideaux fermés, empêchant toute vue de l'intérieur. Robert sonna, mais il n'y eut aucun son. Apparemment, la sonnette était cassée. Il frappa alors à la porte, 3 coups forts qui résonnèrent dans la rue silencieuse. Il attendit. Rien. Il frappa à nouveau, cette fois plus fort, en appelant le nom de Patricia. Il entendit des mouvements à l'intérieur, des pas précipités, des chuchotements étouffés. La porte s'entr'ouvrit, retenue par une chaîne de sécurité. Patricia apparut dans l'entrebâillement et Robert faillit ne pas la reconnaître. La femme dont il se souvenait comme délicate et toujours bien habillée semblait maintenant négligée. Ses cheveux étaient en désordre, ses vêtements froissés. Il y avait des cernes profonds sous ses yeux. Mais ce qui frappa le plus Robert fut son expression, un mélange de surprise et de quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la culpabilité. « Patricia !» dit Robert, sa voix sortant plus ferme qu'il ne se sentait à l'intérieur. « Je dois voir ma mère. Maintenant. » Patricia hésita, ses yeux fuyant son regard direct. Elle balbutia quelque chose sur Hélène qui se reposait, que ce n'était pas un bon moment qu'il aurait dû prévenir de sa venue. Robert sentit la colère commencer à monter. Il n'avait pas besoin de prévenir pour rendre visite à sa propre mère. Il n'avait pas besoin de permission pour entrer dans la maison qu'il payait lui-même. « Enlève cette chaîne et ouvre la porte, Patricia, » dit-il, sa voix basse mais chargée d'une autorité qui n'admettait aucun refus. « Maintenant. » Patricia sembla réaliser qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Avec des doigts tremblants, elle détacha la chaîne et ouvrit la porte. Robert entra, et ce qu'il vit le laissa sous le choc. Le salon dont il se souvenait comme simple mais propre et accueillant était maintenant en complet désordre. Il y avait des piles de vêtements éparpillés sur le canapé, des boîtes empilées dans les coins, une télévision énorme et moderne qui n'était certainement pas là avant. Mais autour d'elle, tout semblait sale et abandonné. L'odeur qui émanait de la maison était dérangeante. Un mélange de moisis, de nourriture avariée et de quelque chose d'autre que Robert ne pouvait pas identifier, mais qui lui retournait l'estomac. Les murs autrefois blancs étaient maintenant tachés, il y avait des fissures au plafond, et le sol en carrelage était couvert de saleté accumulée. « Où est ma mère, Patricia ?» demanda Robert, regardant autour de lui. Patricia piétina, nerveuse. « Elle est au fond, elle se repose. Elle ne va pas très bien ces derniers temps. Elle est très confuse, vous savez comment c'est. » Robert n'en crut pas un mot. Il commença à marcher dans la maison, ignorant les faibles protestations de Patricia. Il passa par la cuisine, qui était dans un état encore pire que le salon. L'évier débordait de vaisselle sale, il y avait des restes de nourriture sur la table, le sol était collant. Robert sentit la nausée grandir. C'est alors qu'il entendit un son bas, presque imperceptible, venant du fond de la maison. Un gémissement. Ce n'était pas le son de quelqu'un qui dort ou se repose. C'était le son de quelqu'un en souffrance, quelqu'un qui appelait à l'aide sans mots. Robert courut en direction du son, traversant le couloir étroit. Patricia cria derrière lui, lui demandant de s'arrêter, de ne pas y aller, mais il l'ignora complètement. Il arriva à une porte qui donnait sur le jardin et l'ouvrit brusquement. Le jardin était aussi abandonné que le reste de la maison. Ce qui avait été un petit jardin n'était plus que de la terre sèche et des détritus éparpillés. Et au fond, il y avait un cabanon, une petite construction en maçonnerie dont Robert se souvenait vaguement comme d'un ancien entrepôt pour les outils et les ustensiles de jardinage. Il y avait un cadenas sur la porte du cabanon, un cadenas neuf, brillant, complètement déplacé au milieu de la dégradation générale. Robert sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Pourquoi y aurait-il un cadenas là? Le son venait de l'intérieur, de ce cabanon. Il se tourna vers Patricia qui s'était arrêtée à quelques mètres derrière, pâle comme un fantôme. « Ouvre ça !» ordonna-t-il, en montrant le cadenas. « Robert !» essaya-t-elle, la voix défaillante. « Vous ne comprenez pas. Elle donne beaucoup de travail. Elle s'agite. Le médecin a dit qu'il valait mieux qu'elle reste dans un endroit calme. » Médecin. Quel médecin? Pensa Robert. Il n'avait jamais autorisé de consultation récemment, n'avait jamais reçu de rapport. Ouvre maintenant, Patricia, ou j'enfonce cette porte. Patricia réalisa qu'elle n'avait pas le choix. Avec des mains tremblantes, elle sortit une clé de sa poche et s'approcha. Chelsea déverrouilla le cadenas qui tomba au sol avec un bruit métallique. Robert n'attendit pas.
Il poussa la porte et elle s'ouvrit lourdement. L'odeur qui en sortit était nauséabonde. Une odeur âcre d'urine, de moisie, de décomposition. Robert sentit les larmes lui monter instantanément aux yeux, tant à cause de l'odeur que de ce qu'il voyait devant lui. Le cabanon était petit, pas plus de 3 mètres sur 3. Les fenêtres étaient scellées avec des planches clouées, empêchant la lumière naturelle d'entrer. Il y avait seulement une ampoule faible suspendue au plafond, qui créait des ombres sinistres sur les murs tachés. Le sol était en ciment froid et humide, et là, recroquevillée dans un coin sur un matelas fin et sale, se trouvait Hélène. Robert ne put retenir le cri qui s'échappa de sa gorge. Cette silhouette squelettique et tremblante ne ressemblait pas à sa mère. Ses cheveux blancs étaient complètement emmêlés et sales, sa peau pâle, presque transparente, tendue sur des os saillants, ses yeux caves et vitreux. Elle portait une chemise de nuit déchirée et immonde, et était recroquevillée comme si elle essayait de disparaître en elle-même. Quand Robert fit un pas en avant, Hélène recula violemment, un son aigu de terreur s'échappant de sa gorge. Elle leva ses bras faibles sur son visage, comme si elle s'attendait à être frappée, et se mit à trembler de manière incontrôlable. « Maman », murmura Robert, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. « Maman, c'est moi. C'est Robert. Tu es en sécurité maintenant. » Mais Hélène ne semblait pas le reconnaître. Ses yeux sautaient d'un côté à l'autre, effrayés, perdus. Elle murmurait des mots incompréhensibles, des fragments de phrases qui n'avaient aucun sens. Robert remarqua qu'il y avait un seau dans le coin, à moitié plein, qui servait de toilettes improvisées. Il y avait des restes de nourriture avariés dans une assiette en plastique fissuré. Il n'y avait pas de couverture, pas d'oreiller, rien d'autre que ce matelas horrible. Robert s'agenouilla lentement, essayant de ne pas effrayer davantage sa mère. Il tendit la main doucement avec tout le soin du monde. « Maman, dit-il à nouveau, la voix brisée, je vais te sortir d'ici, tu ne souffriras plus, je te le promets. » Hélène le regarda un long moment, et quelque chose sembla s'allumer dans ses yeux vides. Une étincelle de reconnaissance. Ses lèvres gercées bougèrent, essayant de former des mots. « Robert, » murmura-t-elle, si bas qu'il eut à peine le temps de l'entendre. « Robert, mon fils. » Et puis elle s'effondra en sanglots silencieux, son corps fragile secoué par la force des larmes qui trouvaient enfin la permission de couler. Robert la prit délicatement dans ses bras, sentant à quel point elle pesait absurdement peu, comme si elle était faite d'air et d'os. Il la serra contre sa poitrine, sentant son cœur battre faiblement et irrégulièrement, et jura en silence que quiconque avait fait cela paierait. D'une manière ou d'une autre, il paierait cher. Les heures suivantes se déroulèrent comme dans un cauchemar dont Robert ne parvenait pas à se réveiller. Il porta sa mère dans ses bras, sentant chaque os sous la peau fine, chaque tremblement qui parcourait ce corps autrefois fort et vibrant. Hélène pesait moins qu'un enfant, et cela brisait le cœur de Robert d'une manière qu'il ne savait même pas possible. Patricia tenta de les suivre, balbutiant des excuses incohérentes, des explications qui n'avaient aucun sens. Robert l'ignora complètement. Son attention était entièrement concentrée sur le fait d'emmener sa mère loin de ce lieu d'horreur. Il la plaça avec soin sur la banquette arrière de la voiture, enlevant sa propre veste pour la couvrir. Hélène continuait de trembler, murmurant des mots décousus, les yeux encore chargés de cette terreur qui déchirait l'âme de Robert à chaque seconde. Avant de partir, Robert sortit son téléphone de sa poche et commença à tout photographier. Le cabanon immonde, le matelas sale, le seau servant de toilette, le verrou à l'extérieur, les fenêtres scellées. Il filma également l'état de la maison, la saleté accumulée, le désordre. Et il enregistra Patricia pendant qu'elle tentait de s'expliquer. Sa voix nerveuse admettant que oui, Hélène restait dans le cabanon parce qu'elle donnait beaucoup de travail, parce qu'elle s'agitait, parce que le médecin, un certain docteur Silva que personne ne connaissait, aurait recommandé l'isolement. Robert ne dit pas un mot pendant l'enregistrement. Il laissa simplement Patricia parler, creuser son propre trou avec chaque excuse pathétique qu'elle offrait. Quand il eut terminé, il rangea son téléphone et monta dans la voiture. Il ne regarda pas en arrière. Il ne voulait plus jamais voir cette maison. Il ne voulait pas se souvenir que pendant des années, sa mère avait souffert là, alors qu'il croyait faire ce qu'il fallait. Le trajet jusqu'à l'hôpital américain de Paris se fit en silence.
Robert conduisait d'une main l'autre tendue vers l'arrière, tenant la main glacée de sa mère. Hélène avait cessé de murmurer et regardait maintenant par la fenêtre avec des yeux vides, comme si elle ne pouvait pas réaliser qu'elle était hors de ce cabanon, comme si elle ne croyait pas que c'était réel. Aux urgences de l'hôpital, la réaction des médecins et des infirmières fut un choc immédiat. Une personne âgée, dans ces conditions, n'était pas quelque chose qu'ils voyaient souvent, surtout venant d'une famille apparemment aisée comme celle de Robert. Il fut clair et direct en expliquant la situation au médecin de garde, un homme d'âge moyen nommé Dr Henri Tavernier. Robert n'omit rien. Il parla de la négligence, de l'état dans lequel il avait trouvé sa mère, des mois d'isolement. Le docteur Tavernier ordonna une série d'examens immédiats. Hélène fut emmenée dans une salle d'urgence, tandis qu'une équipe médicale se mobilisait autour d'elle. Robert resta à l'extérieur, faisant les 100 pas dans le couloir immaculé de l'hôpital, les mains tremblantes, l'estomac noué. Il appela Marianne et lui demanda d'annuler tous ses rendez-vous de la semaine suivante. Il ne donna pas d'explication détaillée, disant seulement qu'il s'agissait d'une grave urgence familiale. Puis, il appela son avocat personnel, maître Auguste Ferrier, un homme expérimenté qui s'occupait des affaires juridiques de Robert depuis plus de 20 ans. Robert expliqua la situation avec des détails cliniques et objectifs, envoyant même les photos et les vidéos qu'il avait prises. Auguste resta silencieux un long moment après avoir tout entendu, et quand il parla enfin, sa voix était chargée d'une indignation sincère. « Robert, nous allons nous occuper de ça, » dit-il fermement. « Je vais lancer les procédures pour garantir votre tutelle légale sur Hélène immédiatement. Et pour l'autre question, nous aurons besoin de toutes ces preuves. Ce dont vous avez été témoin est gravissime. Je vais contacter les autorités compétentes. » Robert le remercia et raccrocha. Il s'assit sur l'une des chaises du couloir, la tête entre les mains. Comment avait-il permis que cela se produise? Comment n'avait-il rien remarqué? Les appels téléphoniques avaient toujours été si brefs, la voix de sa mère si faible. Pourquoi ne s'était-il pas méfié? Pourquoi ne lui avait-il pas rendu visite plus souvent? L'argent qu'il envoyait religieusement chaque mois était bien trop généreux pour qu'il en reste autant. À quoi était-il dépensé, sinon aux soins d'Hélène? La réponse était évidente et nauséabonde. Patricia et son mari utilisaient cet argent pour eux-mêmes. La télévision énorme, les sacs que la voisine avait mentionnés, les sorties fréquentes. Ils vivaient aux dépens de la souffrance d'une personne âgée sans défense. Robert sentit une colère si intense que ses mains se fermèrent en poing, les ongles s'enfonçant dans ses paumes. Après près de 3 heures d'attente, le docteur Henri sortit enfin de la salle d'urgence. Son visage était sérieux, préoccupé. Il demanda à Robert de l'accompagner dans son bureau pour parler en privé. Une fois là, la porte fermée, le médecin ne mâcha pas. Ces mots. « Monsieur Dubois, l'état de votre mère est extrêmement grave. Elle est sévèrement dénutrie, ce qui indique qu'elle ne recevait pas une alimentation adéquate depuis des mois. Elle est déshydratée, avec des signes de plusieurs infections qui n'ont pas été traitées. Nous avons trouvé des escarres, ce qui suggère qu'elle restait allongée pendant de longues périodes sans les soins nécessaires. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est son état psychologique. » Robert déglutit difficilement. « Continuez, s'il vous plaît. Elle présente des signes clairs de traumatisme psychologique sévère, hypervigilance, peur extrême de la proximité physique, réponse dissociative. Lorsque nous avons essayé de l'examiner, elle paniquait, croyant qu'elle allait être punie. C'est caractéristique de quelqu'un qui a subi des situations de stress extrême pendant une période prolongée. Elle aura besoin d'un suivi psychiatrique intensif en plus des soins physiques. » Robert ferma les yeux, sentant les larmes lui brûler. « Va-t-elle s'en remettre, docteur ?»« Physiquement, oui, avec le traitement approprié et du temps. Mais psychologiquement, Robert, le docteur Henri fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Le traumatisme que votre mère a subi laissera des traces. Elle ne sera peut-être plus jamais exactement la même personne qu'avant. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, mais vous devez être préparé à un processus de rétablissement long et difficile. » Robert hocha la tête, incapable de parler. Le docteur Henri posa une main sur son épaule, dans un geste d'empathie. « Nous allons la garder hospitalisée pendant au moins 1 semaine pour stabiliser son état physique et commencer le traitement psychologique. Vous pouvez lui rendre visite, mais il faut que ce soit progressif. Elle est encore très effrayée. » Cette nuit-là,
Robert rentra chez lui mais ne put dormir. Il resta assis sur le balcon de son appartement, regardant les lumières de Paris clignoter dans l'obscurité, se sentant le pire fils du monde. Il avait bâti un empire, accumulé des richesses qui dureraient des générations, mais avait échoué dans la chose la plus simple et la plus importante, protéger celle qu'il aimait. Les jours suivants furent un flou de procédures légales et médicales. Auguste agit rapidement, présentant une demande de tutelle d'urgence au tribunal compétent. Avec les preuves fournies par Robert, les photos, les vidéos, les rapports médicaux de l'hôpital, le juge accorda la tutelle provisoire presque immédiatement. Robert était désormais légalement responsable de tous les soins et décisions concernant sa mère. Parallèlement, une enquête fut ouverte. Des assistants sociaux visitèrent la maison de Montmartre, documentèrent les conditions déplorables, interrogèrent les voisins. Yvonne, la voisine qui avait passé l'appel initial, fit un témoignage détaillé sur ces mois de soupçons et d'inquiétudes. D'autres voisins commencèrent également à parler, rapportant des choses étranges qu'ils avaient vues, mais dans lesquelles ils avaient peur de s'impliquer. L'enquête révéla des choses encore plus troublantes. Les relevés bancaires montrèrent que Patricia et Marcel avaient dépensé des sommes exorbitantes dans des casinos en ligne, des voyages sur la côte, des achats d'appareils électroniques et même dans une voiture neuve qui était maintenant au nom de Marcel. Presque rien de l'argent envoyé par Robert n'était utilisé pour les soins d'Hélène. Plus choquante encore fut la découverte d'une police d'assurance vie au nom d'Hélène, souscrite 2 ans plus tôt par Patricia. La bénéficiaire unique était Patricia elle-même. Le montant était de 500 000 €. Confrontée à ce sujet par les enquêteurs, Patricia prétendit que c'était juste une précaution, que Robert était au courant et avait approuvé, ce qui était un mensonge éhonté. Robert n'avait jamais autorisé une telle assurance. La situation commença à brosser un tableau sinistre. Ce n'était pas seulement de la négligence par paresse ou incompétence. Il y avait des indices que la souffrance d'Hélène était intentionnelle, un moyen d'accélérer l'inévitable pour que Patricia puisse toucher l'assurance. Cette découverte rendit Robert physiquement malade. Cette femme en qui il avait eu confiance, qui avait été mariée à son fils, prévoyait de laisser sa mère dépérir jusqu'à la fin. Pendant que tout cela se déroulait sur le plan juridique, Robert passait tous ses après-midi à l'hôpital, rendant visite à sa mère. Les premières visites furent douloureuses. Hélène réagissait à peine à sa présence, restant recroquevillée dans son lit d'hôpital, les yeux fixés sur un point lointain. Les médecins expliquèrent que c'était normal, qu'elle était en train de traiter le traumatisme, essayant de comprendre qu'elle était maintenant en sécurité. Mais Robert était persévérant. Il arrivait chaque jour à la même heure, apportait des fleurs fraîches qu'il plaçait sur la table de chevet, lui parlait d'une voix basse et calme, lui racontant sa journée, ses projets futurs, comment elle serait bientôt dans une nouvelle maison, belle et confortable, où elle n'aurait plus jamais à avoir peur. C'est lors de la 5e visite que quelque chose de magique se produisit. Robert était assis à côté du lit, feuilletant un vieil album de photos qu'il avait apporté de la maison, montrant à sa mère des images d'elle jeune, d'André enfant, 2 en famille heureuse. Soudain, Hélène tendit une main tremblante et toucha l'une des photos. C'était une image d'André à 5 ans, souriant avec un ballon de football dans les mains. « Mon garçon », murmura-t-elle, la première phrase complète qu'elle prononçait depuis son sauvetage. « Mon André ». Robert sentit les larmes monter. « Oui, maman, ton André. Il t'aimait tellement. » Hélène tourna alors son visage vers Robert, le regardant vraiment pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvé. Des larmes coulaient sur son visage ridé. « Tu es venu, dit-elle, la voix brisée. Tu es enfin venu me chercher. » Robert prit sa main entre les siennes, sentant à quel point elle était froide et fragile. « Je suis désolé, maman. Je suis tellement désolé d'avoir mis si longtemps. Mais maintenant tu es en sécurité. Je te promets que je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. » Hélène hocha faiblement la tête et ferma les yeux, mais ne lâcha pas la main de son fils. Pour la première fois depuis des jours, Robert sentit une lueur d'espoir. Elle était toujours là. La femme forte qui l'avait élevé, qui avait tout sacrifié pour ses fils, était encore quelque part à l'intérieur de ce corps fragile, et il allait tout faire pour la ramener. Pendant ce temps, dans le monde extérieur à l'hôpital, une tempête se préparait. L'enquête sur Patricia et Marcel attira l'attention des médias lorsqu'un journaliste d'investigation eut vent de l'affaire par des contacts dans la police.
L'histoire d'une personne âgée maintenue dans des conditions inhumaines, pendant que son aide-soignante détournait l'argent destiné à ses soins, était le genre de reportage qui choquait et indignait. Robert voulut d'abord garder tout cela secret, protéger la vie privée de sa mère et éviter le cirque médiatique. Mais Auguste le convainquit du contraire. L'exposition publique pourrait aider non seulement à garantir que Patricia et Marcel répondent adéquatement de leurs actes, mais aussi à mettre en lumière un problème plus vaste, le nombre alarmant de personnes âgées victimes de négligence et de maltraitance dans tout le pays. Le reportage fut diffusé un lundi soir sur l'une des principales chaînes de télévision du pays. Évidemment, les noms furent préservés, mais les détails étaient suffisamment choquants. Des photos du cabanon, des témoignages de voisins, des déclarations de médecins sur l'état de la victime. La répercussion fut immédiate et massive. Les réseaux sociaux explosèrent d'indignation. Des politiciens firent des déclarations. Des associations de défense des droits des personnes âgées demandèrent justice. Patricia et Marcel, réalisant la gravité de la situation, engagèrent un avocat et lancèrent une campagne de défense publique. Patricia donna une interview larmoyante à une émission de télévision, affirmant qu'elle était épuisée, que s'occuper d'une personne âgée avec des problèmes mentaux était très difficile, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de faire du mal, qu'elle était autant une victime qu'Hélène. Elle dépeignit Marcel comme le véritable méchant, affirmant qu'il la mettait sous pression, qu'il contrôlait les finances, qu'elle avait peur de lui. La performance fut suffisamment convaincante pour gagner la sympathie de certaines personnes. Les commentaires sur les réseaux sociaux se divisèrent. Certains défendaient Patricia, disant que les aidants s'épuisent et ont besoin de soutien. D'autres la condamnaient avec véhémence, soulignant les preuves de détournement de fonds et l'assurance vie suspecte. Robert regarda l'interview de Patricia avec un mélange de colère et d'incrédulité. Comment osait-elle se faire passer pour une victime après tout ce qu'elle avait fait? Mais Auguste le calma, expliquant que c'était une stratégie courante et qu'elle ne fonctionnerait pas face aux preuves concrètes qu'il possédait. En effet, lorsque les pièces du dossier furent présentées formellement, y compris les relevés bancaires, les témoignages de voisins, les rapports médicaux détaillés et les propres enregistrements de Robert, le récit de Patricia commença à s'effondrer. Son avocat tenta de faire valoir que les conditions étaient exagérées sur les photos, qu'Hélène recevait bien des soins, mais rien de tout cela ne tenait face à la réalité documentée. Un rebondissement inattendu se produisit lorsqu'une tante de Patricia, une dame nommée Thérèse qui vivait en Auvergne, contacta l'avocat de Robert. Elle était horrifiée par ce que sa nièce avait fait et voulait aider. Thérèse révéla que Patricia avait toujours eu des problèmes d'argent, qu'elle avait déjà accumulé des dettes par le passé, que le mariage avec Marcel avait été trop rapide et qu'elle soupçonnait qu'il avait une influence négative sur sa nièce. Plus important encore, Thérèse avait des copies de messages que Patricia lui avait envoyés des mois auparavant, se plaignant qu'Hélène donnait beaucoup de travail et qu'elle pensait la placer dans une maison de retraite, mais que Robert n'accepterait jamais. Il y avait même un message troublant où Patricia commentait que si Hélène se dégradait naturellement, ce serait un soulagement pour tout le monde. Ces messages furent fondamentaux pour démanteler la défense de Patricia. Ce n'était pas une aide-soignante épuisée qui avait commis des erreurs par fatigue. C'était quelqu'un qui négligeait consciemment une personne âgée sous sa garde, détournait les ressources qui lui étaient destinées et attendait apparemment que la situation se résolve de la pire des manières. Pendant que la bataille juridique s'intensifiait, Robert se concentrait sur ce qui comptait vraiment, le rétablissement de sa mère. Après 10 jours à l'hôpital, Hélène obtint son congé médical, mais avec une longue liste de soins nécessaires. Robert n'hésita pas une seconde. Il engagea les meilleurs professionnels disponibles, une infirmière privée pour les quarts de jour, une aide-soignante de nuit, un kinésithérapeute, une nutritionniste et surtout une psychologue spécialisée dans les traumatismes. Il prit également la décision d'emmener sa mère vivre avec lui. Son appartement de l'avenue Foch nécessiterait des adaptations, mais ce n'était pas un problème. Robert engagea une entreprise de rénovation et en quelques jours, l'une des chambres fut transformée en un espace entièrement adapté aux besoins d'Hélène. La chambre devint magnifique et accueillante. Un lit, médicalisé électrique, mais avec une literie douce et jolie. Un éclairage réglable, avec des options de lumière douce et chaude. Un système audio qui jouait de la musique classique, qu'Hélène avait toujours aimé.
Un fauteuil confortable près de la fenêtre, d'où elle pouvait voir l'animation de la ville. Et surtout, aucune serrure aux portes. Robert y tenait. Sa mère devait savoir qu'elle pouvait sortir quand elle le voulait, qu'elle ne serait plus jamais emprisonnée. Le jour où il la ramena à la maison fut à la fois émouvant et tendu. Hélène était visiblement nerveuse pendant tout le trajet en voiture. Elle regardait par la fenêtre avec une expression effrayée, comme si elle s'attendait à être ramenée à cet endroit horrible. Quand ils entrèrent dans l'immeuble et prirent l'ascenseur, elle se remit à trembler. Robert lui tint la main pendant tout le trajet, parlant doucement, l'assurant que tout allait bien, qu'elle allait dans sa nouvelle maison, où elle serait soignée et aimée. Quand il ouvrit la porte de l'appartement et la fit entrer, Hélène resta immobile dans le hall d'entrée, regardant autour d'elle avec des yeux écarquillés. Robert l'emmena jusqu'à la chambre préparée spécialement pour elle. Quand Hélène vit cet espace, accueillant avec des fleurs fraîches dans un vase, des photos encadrées au mur montrant des moments heureux de la famille, la lumière douce entrant par la fenêtre, elle se mit à pleurer. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de terreur. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, de pouvoir enfin croire que le cauchemar était terminé. « C'est à moi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante en montrant le lit. « Je peux dormir là ?» Robert dut ravaler le nœud dans sa gorge pour répondre. « C'est tout à toi, maman. C'est ta maison maintenant. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux. Tu n'auras plus jamais à avoir peur. » Hélène s'assit sur le bord du lit, passant ses mains sur la couette douce, comme si elle ne croyait pas que c'était réel. Puis elle regarda son fils avec une expression qui mêlait tant d'émotions que Robert sentit sa poitrine se serrer. « Merci, mon fils, murmura-t-elle. Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Robert s'agenouilla à côté d'elle, prenant ses mains. « Jamais, maman. Je ne t'abandonnerai jamais. Et je suis désolé tellement de ne pas m'en être rendu compte avant. Mais je te promets que je vais me rattraper. Je prendrai soin de toi pour le reste de ta vie. Tu ne seras plus jamais seul. » Et à ce moment-là, avec la lumière de l'après-midi entrant par la fenêtre et illuminant le visage fatigué mais enfin apaisé de sa mère, Robert sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il sentit qu'il était exactement là où il devait être, faisant exactement ce qu'il devait faire. L'Empire pouvait attendre. Les réunions pouvaient être reportées. Les contrats pouvaient être signés par d'autres. Rien de tout cela n'importait s'il n'était pas là dans cette chambre, tenant la main de la femme qui lui avait donné la vie et qui avait maintenant besoin qu'il lui rende sa dignité. Les premières semaines avec Hélène à la maison furent un apprentissage quotidien de patience, d'amour et de résilience. Robert découvrit que prendre soin de quelqu'un qui avait subi un tel traumatisme n'était pas simplement une question de fournir un confort matériel. Il fallait reconstruire la confiance, mot par mot, geste par geste, jour après jour. Hélène avait des bons jours et des jours terribles. Les bons jours, elle parvenait à sourire, à manger un peu plus, même à faire des commentaires sur les informations qu'elle regardait, à la télévision. Mais les mauvais jours, elle se réveillait en hurlant au milieu de la nuit, croyant être de retour dans le cabanon. Elle cachait de la nourriture sous son oreiller, comme si elle avait peur qu'on la lui refuse à nouveau. Elle reculait quand quelqu'un s'approchait trop vite, les yeux écarquillés de terreur. La psychologue, le docteur Clarisse Mendes, était une femme d'une 50aine d'années, avec une voix douce et une patience infinie. Elle expliqua à Robert que le traumatisme qu'Hélène avait subi était profond et que la guérison ne serait pas linéaire. Il y aurait des progrès et des reculs, des moments d'espoir et des moments de désespoir. L'important était de maintenir la constance, de créer des routines prévisibles, de faire en sorte qu'Hélène sente qu'elle avait le contrôle de sa propre vie. Robert suivit chaque instruction à la lettre. Il établit des horaires fixes pour les repas, toujours servis dans la chambre de sa mère jusqu'à ce qu'elle se sente assez à l'aise pour manger dans le salon. Il engagea Claire, une infirmière de 40 ans, douce et expérimentée, qui gagna rapidement la confiance d'Hélène. Claire avait une façon spéciale de parler, prévenant toujours avant de toucher, demandant toujours la permission, respectant toujours les limites de la vieille dame. Peu à peu, très lentement, Hélène commença à refleurir. Elle prit du poids, ses joues retrouvèrent un peu de couleur, ses yeux recommencèrent à briller. Elle commença à s'intéresser à de petites choses, aux fleurs que Robert apportait chaque semaine, aux histoires que Claire racontait sur ses petits-enfants, à la musique qui jouait doucement dans la chambre.
Un mois après son arrivée chez Robert, Hélène surprit tout le monde en demandant à dîner dans le salon. Ce fut un moment simple, mais profondément significatif. Robert prépara la table avec un soin particulier, sortit la plus belle vaisselle, alluma des bougies. Quand Hélène sortit de sa chambre, appuyée sur Claire, et vit la table dressée avec tant d'affection, ses larmes se remirent à couler. « Ne pleure pas, maman, » dit doucement Robert en tirant sa chaise. « C'est le début. À partir de maintenant, chaque jour sera meilleur que le précédent. » Et à bien des égards, ce fut le cas. Hélène commença à s'aventurer dans l'appartement, explorant les autres pièces, s'habituant à ce nouveau foyer. Robert transforma le balcon en un petit jardin, avec des pots de fleurs et d'herbes aromatiques, car sa mère avait toujours aimé les plantes. Elle y passait des heures, s'occupant des fleurs, leur parlant doucement, trouvant la paix dans ce petit coin de nature au milieu de la métropole. Mais tandis que le rétablissement d'Hélène progressait dans la bulle protectrice que Robert avait créée, le monde extérieur restait turbulent. La bataille juridique contre Patricia et Marcel s'intensifiait. Auguste travaillait sans relâche, construisant un dossier solide. Les preuves étaient accablantes. Détournement de fonds, négligence avérée, l'assurance vie suspecte, les messages obtenus par Thérèse. Patricia, réalisant que son récit d'aide soignante épuisée s'effondrait, changea de stratégie. Son avocat commença à attaquer Robert, suggérant qu'il était un fils absent qui avait négligé sa propre mère pendant des années et cherchait maintenant un bouc émissaire pour sa propre culpabilité. Dans des interviews soigneusement orchestrées, Patricia insinuait que Robert ne s'était jamais vraiment soucié d'Hélène, qu'il n'était apparu que lorsqu'il était trop tard. Ces accusations étaient comme des coups de poignard dans le cœur de Robert. Il savait qu'il y avait une part de vérité en elle. Il avait vraiment été absent, avait vraiment fait une confiance aveugle, avait vraiment échoué à protéger sa mère. Mais transformer ses propres échecs en une excuse pour ce que Patricia avait fait était grotesque et inacceptable. La situation prit une nouvelle dimension lorsqu'un parent éloigné de Patricia, un homme d'affaires nommé Octave Rivière, commença à s'impliquer dans l'affaire. Octave était propriétaire d'une chaîne de supermarchés en province et avait d'importantes relations politiques. Il se présenta comme le protecteur de la famille, affirmant que Patricia était injustement persécutée et qu'il utiliserait toutes les ressources à sa disposition pour la défendre. Octave commença à faire pression en coulisses, essayant de disqualifier les preuves, suggérant que les rapports médicaux étaient exagérés, que les photos avaient été manipulées. Il réussit même à obtenir que certains politiciens locaux fassent des déclarations remettant en question le processus. La tactique était claire, transformer ce qui aurait dû être une affaire de justice claire en une question politique et médiatique nébuleuse. Robert, qui avait toujours évité les projecteurs et préférait résoudre les problèmes discrètement dans les coulisses de l'entreprise, se retrouva entraîné dans une arène publique qu'il ne connaissait pas bien. Des journalistes commencèrent à apparaître à la porte de son immeuble, essayant d'obtenir des déclarations. Son nom, autrefois associé uniquement au succès commercial, apparaissait maintenant dans les gros titres sur une affaire de négligence familiale. La pression commença également à affecter d'autres aspects de la vie de Robert. Certains de ses principaux cadres commencèrent à remettre en question son absence croissante des opérations quotidiennes de l'entreprise. Robert avait pratiquement tout délégué à son équipe pendant qu'il se consacrait aux soins de sa mère et à la bataille juridique. Pour un homme qui avait toujours contrôlé chaque détail de ses affaires, c'était un changement radical. Lors d'une réunion tendue avec le conseil d'administration, Charles Mendes, le directeur financier et l'un des plus anciens collaborateurs de Robert, exprima ses inquiétudes quant à la direction de l'entreprise. « Robert, avec tout le respect que je vous dois, vous devez décider où sont vos priorités. L'entreprise perd des contrats parce que vous n'êtes pas disponible pour conclure des affaires. Les investisseurs sont nerveux. Votre absence nous coûte de l'argent. » Robert regarda autour de la salle de réunion, voyant des visages inquiets, certains sincèrement préoccupés pour lui, d'autres préoccupés uniquement par leurs propres intérêts. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Mes priorités, Charles, sont exactement là où elles doivent être. J'ai construit cette entreprise pendant des décennies en sacrifiant tout, y compris ma famille. Et pourquoi? Pour accumuler de l'argent? Pour avoir plus de tours à mon nom? Ma mère a failli perdre la vie parce que j'étais trop occupé à construire un empire. Alors oui,
Maintenant, mes priorités ont changé. Le silence qui suivit fut lourd. Charles fut le premier à reprendre la parole, sa voix plus douce. « Nous comprenons, Robert, et nous admirons votre dévouement envers Hélène, mais vous devez trouver un équilibre. L'entreprise a aussi besoin de vous. » Robert savait que Charles avait raison en partie, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas, n'arrivait pas, à diviser son attention maintenant. Sa mère avait besoin de lui. Il prit alors une décision qui choqua tout le monde dans la salle. « Je vais me retirer temporairement de la présidence exécutive. Charles, vous assurez l'intérim. Je resterai président du conseil d'administration et serai disponible pour les décisions stratégiques importantes, mais la gestion quotidienne sera la vôtre. » La salle explosa en protestations et en questions. Robert leva la main, demandant le silence. « Ce n'est pas une décision impulsive, c'est nécessaire. Je fais confiance à chacun d'entre vous pour maintenir l'entreprise en activité, et quand le moment sera venu, je reviendrai complètement. Mais pour l'instant, je dois être avec ma mère. » La nouvelle du retrait temporaire de Robert fut évidemment divulguée à la presse. Les spéculations commencèrent immédiatement. Certains médias suggéraient que c'était le début de la fin de son empire. D'autres parlèrent de crise de santé mentale. Des investisseurs nerveux commencèrent à vendre leurs actions. La valeur boursière de ces entreprises chuta de manière significative en quelques jours. Marianne, sa fidèle assistante, tenta de limiter les dégâts, publiant des communiqués officiels précisant qu'il s'agissait d'un retrait temporaire planifié. Mais la perception du public était difficile à contrôler. Robert Dubois, l'homme d'affaires invincible, montrait de la faiblesse et dans le monde des affaires, la faiblesse était du sang dans l'eau pour les requins. À la maison, Robert essayait de protéger sa mère de toute cette turbulence. Hélène ne regardait plus les informations, ne lisait plus les journaux. Robert voulait qu'elle se concentre uniquement sur son rétablissement, sans la pression supplémentaire de savoir le cirque dans lequel leur vie s'était transformée. Mais sa mère était plus perspicace qu'il ne l'imaginait. Un après-midi, alors qu'ils étaient sur le balcon à s'occuper des plantes ensemble, Hélène arrêta d'arroser les fleurs et regarda directement son fils. « Tu sacrifies tout pour moi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Robert essaya de nier, mais sa mère leva la main, l'interrompant. « Ne me mens pas, mon fils. Je vois la fatigue dans tes yeux. Je t'entends au téléphone tard le soir, gérant des problèmes. Claire me raconte des choses, même quand tu lui demandes de ne pas le faire. » Robert soupira, se frottant le visage avec ses mains. « Ce n'est pas un sacrifice, maman. C'est faire ce qui est juste. J'ai passé des décennies à construire des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Toi, tu comptes. Ta guérison compte. » Hélène s'assit à côté de lui, ses mains ridées tenant les siennes. « Je ne veux pas que tu perdes tout ce que tu as construit à cause de moi. Ton père t'a quitté quand tu étais enfant, et je me suis tué à la tâche pour vous donner une vie meilleure, à toi et à André. Tu as réalisé tous les rêves que j'avais pour vous. Ne jette pas ça par la fenêtre. » Robert sentit les larmes lui brûler les yeux. « Mais à quoi bon tout avoir si je te perds? À quoi bon réussir si j'échoue à protéger? Ceux que j'aime? André est déjà parti. Je ne te perdrai pas toi aussi. » Hélène caressa le visage de son fils, un geste maternel qu'il n'avait pas reçu depuis des années. « Tu ne vas pas me perdre. Je suis là. Je suis vivante. Je me remets. Mais tu dois vivre ta vie aussi. Tu ne peux pas t'enfermer ici avec moi. »« Je vivrai, » promit Robert, « mais à mes conditions maintenant. Plus comme un esclave des réunions et des contrats. Je trouverai un équilibre. Mais tu passes en premier, maman. Toujours. » Pendant que cette conversation intime avait lieu de l'autre côté de la ville, des événements se déroulaient qui allaient à nouveau changer le cours de tout. L'avocat de Patricia avait trouvé une faille technique dans la procédure. Il soutenait qu'Hélène, en raison de son état mental compromis, ne pouvait pas être considérée comme un témoin fiable. Sans son témoignage direct, une grande partie de l'affaire reposait sur des preuves circonstancielles et le témoignage de tiers. Le juge, un homme expérimenté mais prudent nommé René Cavalcanti, décida qu'il était nécessaire d'entendre Hélène personnellement. Il ordonna qu'une audience ait lieu, mais compte tenu de l'état fragile de la vieille dame, il permit qu'elle se déroule à l'hôpital même où elle avait été initialement internée, dans une salle spécialement préparée, avec la présence uniquement des personnes essentielles. Quand Auguste informa Robert de l'audience,
Il fut terrifié. Sa mère commençait à peine à se remettre, la forçait à revivre le traumatisme, à parler de ce qu'elle avait subi en présence d'étrangers, pourrait détruire tous les progrès qu'elle avait faits. Il implora qu'il y ait une autre solution, mais Auguste fut clair. C'était ça où l'affaire pourrait être classée faute de preuves concluantes. Robert dut s'asseoir avec Hélène et lui expliquer la situation. Il s'attendait à ce qu'elle refuse, qu'elle panique, qu'elle ne puisse pas y faire face. Mais à sa grande surprise, après quelques minutes de silence pensif, elle hocha la tête. « Je dois le faire, mon fils. Pas pour moi, mais pour d'autres personnes qui pourraient vivre ce que j'ai vécu. Si je ne parle pas, elle s'en sortira impunément et pourra le faire à quelqu'un d'autre. » Le courage de sa mère laissa Robert sans voix. Cette femme frêle et traumatisée était prête à affronter ses démons pour que justice soit faite. Il ne l'avait jamais autant admirée qu'à ce moment-là. L'audience fut fixée une semaine plus tard. Pendant ce temps, le docteur Clarisse travailla intensivement avec Hélène, la préparant émotionnellement à ce qui allait arriver. Elle lui enseigna des techniques de respiration, des moyens de rester centrée si elle commençait à paniquer, des stratégies pour gérer les souvenirs traumatisants lorsqu'ils surgissaient. Claire, l'infirmière, fut également un soutien fondamental. Elle serait présente pendant toute l'audience, aux côtés d'Hélène, prête à intervenir si nécessaire. Robert serait là aussi, bien sûr. Il ne laisserait jamais sa mère affronter cela seule. Le matin de l'audience, Robert se leva tôt. Il trouva Hélène déjà réveillée, assise sur le balcon, regardant le lever du soleil sur Paris. Il s'assit à côté d'elle en silence, maintenant simplement sa présence. Après quelques minutes, elle parla sans quitter l'horizon des yeux. « Tu sais à quoi je pensais tous ces jours dans cet endroit horrible ? Je pensais que personne ne se souciait de moi, que j'étais un fardeau, une nuisance, que ce serait plus facile pour tout le monde si je disparaissais simplement. Et j'ai presque fini par le croire. » Robert sentit sa gorge se serrer. « Maman !» Elle se tourna pour le regarder, ses yeux clairs reflétant la lumière de l'aube. « Mais ensuite tu es apparu, et tu m'as montré que j'avais tort, que je suis aimé, que ma vie a de la valeur. Alors aujourd'hui, quand j'entrerai dans cette salle et que je raconterai ce qui s'est passé, je ne le ferai pas seulement pour la justice. Je le ferai pour me prouver à moi-même que je suis forte, que j'ai survécu, que j'en vaux la peine. » Robert la serra alors dans ses bras et elle se laissa faire, sans reculer, sans trembler. C'était une autre étape importante dans sa guérison, pouvoir accepter la proximité physique sans peur. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse, » murmura-t-il, « et je serai à tes côtés à chaque étape. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut silencieux. Claire était sur la banquette arrière avec Hélène, lui tenant la main. Auguste les rejoignit à l'entrée, avec le docteur Clarisse. Le juge Cavalcanti, montrant de la considération pour l'état d'Hélène, avait accepté de rendre l'audience aussi informelle que possible. Pas de robe, pas d'estrade, juste une conversation dans une salle confortable. Quand ils entrèrent dans la salle préparée à l'hôpital, Robert vit Patricia pour la première fois depuis le jour du sauvetage. Elle était assise à côté de son avocat, visiblement nerveuse. Lorsque ses yeux croisèrent ceux de Robert, elle détourna rapidement le regard. Marcel n'était pas présent. Apparemment, l'avocat avait décidé que sa présence pourrait être préjudiciable. Hélène, cependant, regarda directement Patricia. Et dans ce regard, il n'y avait pas de peur. Il y avait quelque chose que Robert reconnut comme de la force pure. Sa mère n'était plus la victime terrifiée, recroquevillée dans un cabanon. C'était une survivante, prête à raconter son histoire. Le juge Cavalcanti, un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard bienveillant, ouvrit l'audience en expliquant que ce n'était pas un procès formel, mais une occasion pour Hélène de partager son expérience, si et comme elle s'en sentait capable. Il précisa qu'elle pouvait s'arrêter à tout moment, qu'elle ne serait pas pressée, qu'elle était là volontairement. Hélène hocha la tête, les mains jointes sur ses genoux. Claire s'assit à côté d'elle, et Robert se tint juste derrière, assez près pour que sa mère sache qu'il était là. Le juge posa quelques questions initiales simples, son nom complet, son âge, depuis combien de temps elle vivait avec Patricia. Les réponses venaient, basses, mais fermes. Et puis le juge posa la question cruciale. « Madame, pourriez-vous décrire comment se passaient vos journées chez Madame Patricia ?» Hélène ferma les yeux un instant,
respirant profondément comme le docteur Clarisse le lui avait appris. Quand elle les rouvrit et commença à parler, sa voix était faible mais chaque mot était clair. Et à mesure qu'elle racontait son histoire, chaque personne dans cette salle fut transportée dans l'enfer qu'elle avait vécu. L'isolement progressif, les repas qui devenaient de plus en plus rares, les jours où elle restait seule sans savoir si quelqu'un viendrait, et enfin, le cabanon. L'endroit sombre et froid où elle avait été oubliée, où chaque jour semblait durer une éternité, où elle avait perdu l'espoir que quelqu'un viendrait un jour la chercher. Quand elle eut terminé, il y avait des larmes dans les yeux de tout le monde dans la salle. Même l'avocat de Patricia semblait ébranlé. Patricia gardait la tête basse, refusant de regarder Hélène. Le juge la remercia d'une voix émue pour son courage à partager quelque chose de si douloureux. Mais Hélène n'avait pas fini. Elle regarda alors directement Patricia et dit quelque chose que personne n'attendait. « Je te pardonne, Patricia. Pas pour ce que tu as fait, mais pour moi-même. Parce que porter de la haine ne ferait que me blesser davantage. Mais j'espère que tu comprends ce que tu as fait et que tu ne le feras plus jamais à personne d'autre. » Le silence dans la salle était absolu. Patricia leva enfin les yeux, des larmes coulant sur son visage, mais ne dit rien. Il n'y avait rien qu'elle puisse dire. La dignité et la force d'Hélène avaient parlé plus fort que n'importe quelle défense juridique ne pourrait le faire. Les mois qui suivirent l'audience apportèrent des changements profonds dans la vie de Robert et d'Hélène. Le témoignage de la vieille dame eut un impact dévastateur sur le cas de Patricia. Le juge Cavalcanti, clairement ému par le témoignage, prit des décisions rapides et fermes. La tutelle de Robert sur sa mère fut confirmée définitivement. Patricia fut interdite de tout contact avec Hélène et dut répondre formellement des irrégularités commises. Les enquêtes révélèrent la profondeur du réseau de manipulation. Marcel, qui avait tenté de rester dans l'ombre, fut finalement identifié comme le principal architecte du stratagème de détournement de fonds. On découvrit qu'il avait un passé d'implication dans des situations douteuses, utilisant toujours d'autres personnes comme façade. Patricia, qui avait initialement été dépeinte par son propre avocat comme une victime de son mari, vit sa défense s'effondrer lorsqu'il devint clair qu'elle avait participé activement à tout. L'assurance vie au nom d'Hélène fut immédiatement annulée et la compagnie d'assurance lança ses propres enquêtes sur une éventuelle fraude. Les montants détournés au fil des ans furent calculés. Ils dépassaient 300 000 €. Robert n'avait pas besoin de cet argent, mais il tenait à ce qu'il soit restitué dans le cadre du processus de justice. Octave Rivière, le parent influent qui avait tenté de protéger Patricia en utilisant ses relations politiques, finit par se retirer discrètement lorsqu'il réalisa que l'affaire était perdue et que continuer à y être associé ne ferait que ternir sa propre réputation. Les tentatives de disqualifier les preuves et de manipuler l'opinion publique échouèrent face à la force du témoignage d'Hélène et au volume écrasant de preuves documentaires. À la maison, la vie commençait à trouver un nouveau rythme. Hélène continuait sa thérapie avec le docteur Clarisse, faisant des progrès constants. Les cauchemars survenaient encore occasionnellement, mais avec moins de fréquence et d'intensité. Elle avait pris près de 8 kilos depuis son sauvetage, son visage avait retrouvé son expressivité, et l'éclat était revenu dans ses yeux. Une transformation particulièrement touchante fut sa relation avec la nourriture. Au début, Hélène ne pouvait pas manger sans anxiété, craignant toujours qu'on lui retire son assiette, que ce soit son dernier repas. Elle cachait des morceaux de pain dans sa chambre, gardait des fruits dans ses tiroirs. Claire et Robert travaillèrent patiemment pour inverser cela, s'assurant qu'elle sache qu'il y aurait toujours de la nourriture disponible, qu'elle n'aurait plus jamais faim. Peu à peu, Hélène commença à redécouvrir le plaisir de manger. Robert découvrit que sa mère avait une passion pour les gâteaux, en particulier le gâteau à la semoule de maïs qu'elle faisait elle-même quand ses fils étaient petits. Il engagea donc une pâtissière pour apprendre à Hélène à refaire des gâteaux, comme une forme de thérapie occupationnelle. La cuisine de l'appartement, autrefois presque jamais utilisée puisque Robert mangeait toujours à l'extérieur ou se faisait livrer, se transforma en un espace de création et de joie. Les samedis matins, Hélène se levait tôt, mettait son tablier préféré, un cadeau de Robert avec des fleurs brodées, et commençait à préparer ses créations. L'appartement s'emplissait de l'arôme merveilleux de gâteaux cuisants, et Robert apprit à apprécier ces moments simples plus que n'importe quelle réunion d'affaires.
Le balcon restait l'endroit préféré d'Hélène. Elle avait agrandi son petit jardin, elle avait maintenant des tomates cerises, du basilic, du romarin et même des piments. Elle parlait aux plantes comme si elles étaient des amies, racontait des histoires de sa jeunesse, de l'époque où elle élevait ses enfants. Robert s'asseyait parfois là et écoutait simplement, apprenant à connaître une mère qu'il n'avait jamais vraiment connue, absorbé qu'il avait toujours été par sa propre vie et ses ambitions. Mais tout n'était pas que paix et rétablissement tranquille. Robert menait ses propres batailles. Le monde de l'entreprise qu'il avait construit pendant des décennies était en pleine tourmente. Son retrait de la présidence exécutive, bien que temporaire, avait provoqué des vagues plus importantes qu'il ne l'avait prévu. Charles Mendes, bien que compétent, n'avait pas la même vision stratégique que Robert, et certaines décisions discutables commençaient à affecter les résultats. De plus, les rumeurs et les spéculations continuaient. Les concurrents profitaient de la situation pour essayer de voler des clients. Les investisseurs nerveux faisaient pression pour des éclaircissements sur l'avenir de la direction. Certains cadres importants commencèrent à recevoir des offres d'entreprises rivales. L'empire que Robert avait mis des décennies à construire montrait des signes de fragilité. Marianne, toujours loyale, venait à l'appartement 2 fois par semaine pour mettre Robert au courant des affaires les plus urgentes. Elle apportait des piles de documents à signer, des rapports à examiner, des décisions que lui seul pouvait prendre. Robert s'occupait de tout, mais son esprit et son cœur n'étaient plus complètement là. Il répondait à des appels professionnels en regardant par la fenêtre le balcon où Hélène s'occupait de ses plantes et se demandait quelle était vraiment la définition du succès. Un après-midi, lors d'une de ses visites de Marianne, Hélène apparut dans le salon avec un plateau contenant un gâteau à l'orange tout juste sorti du four et du café frais. Elle sourit timidement à Marianne, encore un peu mal à l'aise avec les étrangers, mais faisant clairement un effort. « J'ai pensé que vous aimeriez une petite collation », dit-elle doucement. Marianne, qui connaissait toute l'histoire, fut visiblement émue. « Madame Hélène, j'adorerais. Et puis-je vous dire que cet appartement est infiniment plus accueillant depuis que vous êtes arrivée. » Hélène rougit légèrement, au compliment, servit le gâteau et le café, puis se retira discrètement sur le balcon. Quand elle fut partie, Marianne regarda Robert avec une expression qui mêlait admiration et inquiétude. « Elle va beaucoup mieux. Vous avez fait ce qu'il fallait, Robert. » Il hocha la tête, mais Marianne perçut la tension dans ses épaules. « Mais vous êtes en train de vous faire démolir dans le processus, n'est-ce pas ?» observa-t-elle gentiment. « Entre prendre soin d'elle et essayer de sauver l'entreprise, vous vous épuisez. » Robert soupira, se frottant le visage avec ses mains. « Je ne sais plus quoi faire, Marianne. L'entreprise a besoin de moi, mais ma mère aussi. Et chaque fois que je pense à revenir complètement, à reprendre cette vie insensée de voyages et de réunions interminables, je la regarde et je ne peux pas. Je ne peux pas l'abandonner à nouveau. » Marianne réfléchit un instant avant de répondre. « Et si ce n'était pas une question de choisir l'un ou l'autre? Et si vous pouviez redéfinir le fonctionnement de l'entreprise? Vous avez toujours été centralisateur, Robert. Vous avez toujours voulu contrôler chaque détail. Mais vous avez une équipe compétente. Et si vous leur faisiez davantage confiance? Et si vous restructuriez pour être moins dépendant de votre présence physique quotidienne? » L'idée germa dans l'esprit de Robert. Les jours suivants, il réfléchit profondément à l'avenir. Il discuta longuement avec Hélène, qui, étonnamment, avait des opinions très claires sur le sujet. « Mon fils, dit-elle un soir pendant qu'ils dînaient ensemble, tu as construit quelque chose d'important. Pas seulement pour toi, mais pour les centaines de personnes qui travaillent pour toi, qui dépendent de ces emplois. Tu ne peux pas simplement jeter ça par la fenêtre. Mais tu ne peux pas non plus redevenir l'homme que tu étais, tellement absorbé par le travail qu'il en oubliait de vivre. » Robert savait qu'elle avait raison. Il commença donc à travailler sur un plan. Il discuta avec des consultants en gestion d'entreprise, étudia des modèles de gouvernance d'entreprise, analysa des entreprises qui parvenaient à fonctionner sans la présence constante de leurs fondateurs. Et lentement, un nouveau modèle commença à prendre forme. Il convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration. Tous étaient à présent, impatients d'avoir des nouvelles de son retour. Robert présenta sa proposition, une restructuration complète de la gouvernance de l'entreprise. Il resterait président du conseil d'administration et principal actionnaire, mais la gestion quotidienne serait professionnalisée de manière définitive. Charles serait confirmé comme PDG permanent,
mais avec une équipe de direction renforcée et une plus grande autonomie de décision. Robert proposa également quelque chose de radical, transformer une partie de l'entreprise en une fondation à but non lucratif dédiée à la lutte contre la négligence envers les personnes âgées. L'idée avait surgi lors des longues conversations avec Hélène et le docteur Clarisse. La France comptait des millions de personnes âgées en situation de vulnérabilité, beaucoup souffrant en silence, sans personne pour les défendre. Robert voulait utiliser ses ressources et son influence pour changer cela. La proposition fut accueillie avec des réactions mitigées. Certains cadres la soutinrent avec enthousiasme, y voyant non seulement la valeur sociale, mais aussi le potentiel d'améliorer l'image publique de l'entreprise. D'autres étaient sceptiques, préoccupés par le coût et la distraction potentielle des activités principales. Mais Robert fut clair, ce n'était pas une suggestion, c'était la voie qu'il avait choisie. La fondation fut baptisée Institut André-Hélène, en hommage à la fois au fils parti et à la mère qui avait survécu. Robert investit personnellement 20 millions d'euros comme capital de départ. La mission était multiple. Créer des centres de signalement et de soutien aux personnes âgées en situation de risque, former des aides-soignants professionnels à des pratiques éthiques, offrir un soutien juridique gratuit aux familles confrontées à des situations de négligence et faire du plaidoyer politique pour des lois plus fortes de protection des personnes âgées. Hélène, lorsqu'elle apprit le nom de la fondation, pleura abondamment. Mais cette fois, c'étaient des larmes de joie et de fierté. Sa souffrance, aussi horrible qu'elle ait été, aurait maintenant un but plus grand. Elle aiderait à éviter que d'autres personnes ne vivent ce qu'elle avait vécu. La nouvelle de la création de l'Institut eut un retentissement national. Les médias, qui spéculaient auparavant sur la crise de Robert, le dépeignaient maintenant comme un homme d'affaires qui avait transformé une tragédie personnelle en action sociale. Des invitations pour des interviews arrivaient quotidiennement. Robert en refusait la plupart, mais accepta de participer à une émission de télévision dédiée aux questions sociales, où il pourrait parler ouvertement de l'importance de protéger les personnes âgées. Dans l'interview diffusée un dimanche soir et qui atteignit une audience impressionnante, Robert fut transparent d'une manière qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Il parla de son échec à protéger sa mère, de la culpabilité qu'il portait, de la façon dont il avait failli perdre ce qui comptait vraiment dans sa quête de succès matériel. Et il parla de la force d'Hélène, de sa capacité à pardonner, de sa résilience incroyable. La production de l'émission voulait qu'Hélène participe à l'interview, mais Robert refusa fermement. Sa mère avait déjà subi trop d'expositions. Elle méritait la paix et l'intimité. Cependant, Hélène insista. Elle voulait parler, voulait que sa voix soit entendue, que d'autres victimes sachent qu'elle n'était pas seule. Alors, dans une décision qui laissa Robert à la fois fier et inquiet, Hélène accepta de donner un bref témoignage. Elle n'apparut à l'écran que 5 minutes, mais ces minutes furent puissantes. D'une voix ferme, elle raconta dans les grandes lignes son expérience, sans entrer dans les détails graphiques, mais en laissant clairement entendre la souffrance qu'elle avait endurée. Et elle termina par un message direct. « Si vous êtes une personne âgée et que vous souffrez, sachez qu'il y a des gens qui se soucient de vous, qu'il y a des endroits où chercher de l'aide. Et si vous connaissez une personne âgée en situation de risque, ne restez pas silencieux. Votre silence peut coûter une vie. » L'impact fut immense. Dans les jours qui suivirent la diffusion de l'émission, l'Institut André-Hélène reçut des centaines de signalements et de demandes d'aide. L'équipe, encore petite, fut rapidement élargie pour faire face à la demande. Des histoires choquantes commencèrent à émerger, confirmant que le problème était bien plus vaste que la société ne l'admettait. Robert se retrouva à la tête d'un mouvement qui transcendait ses activités initiales. Il organisa des conférences, mobilisa d'autres entrepreneurs pour qu'ils contribuent, travailla avec des législateurs pour proposer des changements dans les lois de protection des personnes âgées. C'était un type d'empire différent qu'il construisait maintenant, un empire de compassion et de changement social. Pendant que tout cela se passait dans le monde extérieur, la vie domestique de Robert et Hélène continuait sa propre évolution. Elle n'avait plus besoin d'une infirmière à plein temps. Claire venait encore régulièrement, mais plus comme une amie que comme une professionnelle. Hélène avait acquis suffisamment d'autonomie pour prendre soin d'elle-même la plupart du temps. Elle commença à se faire des amis dans l'immeuble. Il y avait d'autres dames âgées qui y vivaient,
et peu à peu, Hélène s'ouvrit aux interactions sociales. Un petit groupe se forma, qui se réunissait chaque semaine pour le thé et la conversation. Robert observait ces interactions avec joie, voyant sa mère reconstruire non seulement sa santé physique et mentale, mais aussi sa vie sociale et son sens de la communauté. 1 an après le sauvetage, Robert organisa une petite célébration. Ce n'était pas un anniversaire ou une date particulière, mais il voulait marquer le parcours de rétablissement de sa mère. Il n'invita que des personnes proches, Claire, Marianne, le docteur Clarisse, Auguste et les nouvelles amies d'Hélène de l'immeuble. La fête fut simple, mais pleine de sens. Hélène prépara plusieurs gâteaux, exhibant fièrement ses compétences retrouvées. Elle portait une nouvelle robe bleu clair avec des fleurs, choisie spécialement pour l'occasion. Ses cheveux, maintenant bien entretenus et coiffés, étaient retenus par une barrette décorative offerte par Robert. Pendant la fête, Robert demanda l'attention de tous et porta un toast. Il regarda sa mère, ses yeux brillants d'une émotion contenue. « Il y a 1 an, commença-t-il, sa voix ferme mais chargée de sentiments, j'ai failli perdre la personne la plus importante de ma vie. Et c'était de ma faute. J'étais tellement obsédé par la construction de choses, par la réussite, par le fait de prouver ma valeur au monde, que j'ai oublié de prendre soin de ce qui comptait vraiment. » Hélène tenta de l'interrompre, mais il secoua doucement la tête. « Laisse-moi finir, maman. Cette année a été la plus difficile et la plus importante de ma vie. Je t'ai vu dans ton moment le plus fragile, mais j'ai aussi vu la force incroyable que tu as. Tu m'as appris que le succès ne se mesure pas en tours construites ou en contrats signés. Il se mesure en amour partagé, en dignité préservée, en vie transformée. » Il leva son verre. « Je porte donc ce toast non pas au passé que nous ne pouvons pas changer, mais à l'avenir que nous construirons ensemble. Un avenir où aucune personne âgée n'aura à souffrir en silence, où les familles prendront vraiment soin les unes des autres, où l'humanité prévaudra sur l'ambition. Et je te remercie, maman, pour ton courage, ta force, et pour m'avoir donné une seconde chance d'être le fils que tu as toujours mérité. » Il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Hélène se leva, d'un pas ferme maintenant, sans avoir besoin de soutien, et serra son fils dans ses bras. « Je suis fière de toi, mon fils, » murmura-t-elle à son oreille, « tellement fière. Et je sais qu'André le serait aussi. » Dans les mois qui suivirent, la vie trouva un équilibre que Robert n'aurait jamais imaginé possible. Il restait impliqué dans ses affaires, mais de manière plus équilibrée, plus humaine. Il passait ses matinées à travailler, mais était toujours à la maison pour déjeuner avec sa mère. Les après-midi étaient départagés entre les réunions de l'Institut et des moments de qualité avec Hélène. Les soirées étaient sacrées, réservées au dîner ensemble, à regarder de vieux films qu'elle adorait, à être simplement présent. L'Institut André-Hélène prospéra. Il s'étendit à d'autres villes, sauva des centaines de personnes âgées de situations de négligence, forma des milliers d'aides-soignants, influença d'importants changements législatifs. Robert découvrit que faire une réelle différence dans la vie des gens apportait une satisfaction qu'aucun profit d'entreprise n'avait jamais procurée. Hélène trouva également son rôle à l'Institut. Elle commença à participer à des campagnes de sensibilisation, donnant son témoignage lors d'événements, devenant une voix puissante pour ceux qui ne pouvaient pas parler pour eux-mêmes. Son courage à partager son histoire, même si c'était douloureux, inspira d'innombrables autres victimes à chercher de l'aide. Quant à Patricia et Marcel, ils firent face aux conséquences de leurs actes. Les procès avancèrent, les sommes détournées furent restituées, des mesures légales furent imposées. Robert ne ressentit aucune satisfaction de leur souffrance, seulement le sentiment que justice avait été faite. Il ne portait pas de haine, seulement une profonde tristesse sur la façon dont les choses s'étaient déroulées. Patricia avait perdu non seulement sa liberté et sa réputation, mais aussi tout lien avec la famille qu'il avait un jour accueillie. 2 ans après le sauvetage, un après-midi de printemps, Robert et Hélène étaient sur le balcon, comme ils le faisaient souvent. Le petit jardin était fleuri, les plantes exubérantes. La ville de Paris s'étendait sous eux, vibrante et vivante. Hélène arrosait les tomates pendant que Robert lisait un rapport de l'Institut. Soudain, elle s'arrêta et regarda son fils. « Robert », appela-t-elle doucement. Il leva les yeux. « Je veux te dire quelque chose. » Il posa le rapport de côté, lui accordant toute son attention.
Qu'y a-t-il, maman ?» Hélène s'assit sur la chaise à côté de lui, ses mains tenant toujours l'arrosoir. « Tu sais, quand j'étais dans cet endroit sombre, » commença-t-elle, et Robert réalisa que c'était la première fois qu'elle faisait référence au cabanon de manière si directe. « Je pensais beaucoup à ma vie, aux erreurs que j'ai commises, aux choses que je n'ai pas faites, et sais-tu ce qui me faisait le plus mal? Ce n'était pas d'être là, c'était de penser que toi et André ne saviez pas à quel point je vous aimais, que j'avais échoué à le montrer correctement. » Robert sentit sa gorge se serrer. « Maman, nous l'avons toujours su. » Elle secoua doucement la tête. « Vous saviez que je travaillais dur pour vous. Mais saviez-vous que chaque moment loin de vous était une torture, que je préférais être avec vous qu'à n'importe quel autre endroit? Je me souciais tellement de vous donner un avenir meilleur que je n'ai peut-être pas donné assez de présent. » Robert prit sa main. « Tu nous as tout donné, littéralement tout. Et maintenant je comprends mieux que jamais le sacrifice que cela a été. » Hélène sourit, ce sourire que Robert avait appris à chérir comme le plus précieux des trésors. « Mais sais-tu ce que j'ai réalisé ces dernières années? Qu'il n'est pas trop tard, que nous avons encore le temps d'être ensemble, de créer de nouveaux souvenirs, d'être simplement mère et fils sans tout le poids du passé. Et c'est exactement ce que nous faisons, » dit Robert, la voix émue. « Chaque jour, maman, chaque jour. » Hélène regarda l'horizon, la ville qu'elle associait maintenant non pas à la terreur mais à un nouveau départ. « Tu sais ce qui est drôle ?» pensa-t-elle à voix haute. « Cette femme qui m'a laissé dans cet endroit pensait qu'elle m'ôtait la vie. Mais en réalité, elle m'en a donné une nouvelle. Parce que tu m'as trouvé, parce que tu as choisi de changer, parce qu'ensemble nous avons créé quelque chose de beau à partir de l'horreur. L'Institut sauve des vies, Robert. Des vies de personnes comme moi, c'est la rédemption. » Robert sentit les larmes, mais n'essaya pas de les cacher. « Maman, c'est toi qui nous as donné la rédemption. À moi, à toutes ces personnes âgées que nous aidons, et même à la société qui prête enfin attention à ce problème. Ta force, ta volonté de transformer le traumatisme en objectif, c'est ce qui a tout changé. » Ils restèrent assis dans un silence confortable après cela, profitant simplement de la présence l'un de l'autre, de la chaleur du soleil, de la beauté des fleurs qu'Hélène avait cultivées avec tant de soin. Et Robert pensa à quel point la vie était étrange. Il avait passé des décennies à construire un empire de béton et d'acier, croyant que cela définissait sa valeur. Mais ce n'est que lorsque cet empire commença à se fissurer, que lorsqu'il fut forcé de confronter ses failles les plus profondes, qu'il découvrit ce que signifiait vraiment construire quelque chose de durable. Ce n'étaient pas les immeubles ou les entreprises. C'était l'amour, c'était la famille, c'était faire la différence dans la vie des gens de manière concrète et significative. C'était être présent, c'était choisir l'humanité plutôt que l'ambition, la connexion plutôt que la conquête. Et tandis que le soleil commençait à se coucher sur Paris, peignant le ciel de tons orangés et roses, Robert sut avec une certitude absolue qu'il était enfin là où il devait être. Pas au sommet d'une tour de bureau, pas dans une salle de réunion à conclure des contrats millionnaires, mais là, sur ce simple balcon, aux côtés de la mer qu'il avait failli perdre, s'occupant d'un jardin qui symbolisait l'espoir et le renouveau. Hélène le regarda à ce moment-là, comme si elle sentait ses pensées. Elle tendit la main et il la prit. « Merci, mon fils, dit-elle simplement. Pourquoi, maman? De ne pas m'avoir abandonné. De m'avoir montré qu'il y a encore de la bonté dans le monde, d'avoir transformé la pire chose qui me soit arrivée en quelque chose qui peut aider tant d'autres. De me donner une raison de me réveiller chaque matin en sachant que ma vie a un but. » Robert serra sa main. « C'est moi qui te remercie. Pour ta force, pour m'avoir appris ce qui compte vraiment, pour m'avoir donné une seconde chance. Je t'aime, maman, plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Et je t'aime, mon fils. Je t'ai toujours aimé. Même dans les moments les plus sombres, cet amour était ce qui me maintenait en vie. L'espoir qu'un jour tu viendrais. Et tu es venu. Tu viens toujours. C'est le genre de fils que tu es. » Ils regardèrent le soleil se coucher complètement, laissant place aux premières étoiles de la nuit. Et là, dans ce moment parfait de paix et d'amour, Robert et Hélène surent tous deux qu'ils avaient trouvé la fin heureuse qu'aucun d'eux ne croyait possible. Ce n'était pas la fin des contes de fées, sans problème ni défi. C'était quelque chose de mieux. C'était réel. C'était à eux. Et c'était suffisant. Hélène retourna s'occuper de ses plantes.
fredonnant doucement une vieille chanson. Robert l'observait avec un sourire, ressentant une plénitude que l'argent n'achèterait jamais. Et tandis que la ville continuait son rythme frénétique en bas, là, sur ce balcon, le temps semblait s'écouler différemment, plus lentement, de manière plus significative, plus humaine. Et Robert, qui avait un jour construit un empire pour prouver sa valeur au monde, comprenait maintenant qu'il avait toujours eu de la valeur, non pas pour ce qu'il avait conquis ou accumulé, mais simplement pour être qui il était, pour être capable d'aimer, de changer, de grandir, pour être le fils d'une femme extraordinaire qui lui avait appris, à travers son propre parcours de souffrance et de survie, la véritable signification de la force du pardon et de la rédemption. L'histoire de Robert et Hélène ne se terminait pas là, bien sûr. Ce n'était que le début d'un nouveau chapitre, mais c'était un début rempli d'espoir, de but et d'un amour qui s'était avéré plus fort que toute obscurité. Et parfois, c'est la fin la plus heureuse que l'on puisse espérer. Non pas l'absence de cicatrices, mais la certitude qu'elles ont été transformées en quelque chose de beau. Non pas l'oubli du passé, mais la force de construire un avenir meilleur. Non pas la perfection, mais la présence. Non pas l'invincibilité, mais l'humanité. Et ainsi, tandis que les lumières de Paris commençaient à clignoter dans la nuit, illuminant la métropole gigantesque, Robert et Hélène restaient sur leur petit balcon, dans leur petit jardin, vivant leur petite grande vie. Et c'était parfait. Fin de l'histoire, chers auditeurs. Nous espérons que l'histoire de Robert et Hélène a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours de rédemption, de pardon et d'amour familial, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. Peut-être était-ce la force d'Hélène, la transformation de Robert, ou le message sur l'importance de chérir ceux que nous aimons pendant qu'il est encore temps. Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui nous font réfléchir à nos propres choix et relations. Nous vous attendons au prochain épisode.